Bonjour à tous. Bonjour. Alors, du coup, donc, on espère que vous êtes bien installés. Vous nous entendez bien, mais visiblement, c'est bon pour tout le monde. Et c'est parti. Donc, au programme de ce webinaire, on va reprendre, en fait, c'est la continuité du webinaire que l'on avait fait la dernière fois. Bonne pratique de vérification par module. Donc, si les personnes qui ne l'ont pas vu aujourd'hui, donc là, ça va vraiment être ciblé sur les questions des thèmes qu'on avait précédemment abordés. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez aller le consulter sur le centre d'aide en replay. Il est en ligne, il est disponible si vous le souhaitez. Donc aujourd'hui, je suis Élodie Casse, consultante à CRH, et je suis accompagnée de Violaine Giraudon, consultante à CRH également. Et bonjour à tous. Alors, les objectifs d'aujourd'hui. Donc, comme Élodie l'a dit, c'est la continuité du webinaire sur les bonnes pratiques. Donc, on va essayer d'aller un peu plus loin et de répondre à vos questions, parce qu'il y a eu pas mal de questions la dernière fois qui avaient été posées. Alors, les objectifs d'aujourd'hui, donc connaître les grands principes de paramétrage des modules. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail du paramétrage, c'est plutôt vous aider à avoir les bons réflexes de vérification et regarder les points primordiaux de contrôle de vos paramétrages. Donc, quelques petites astuces, des automatismes et une petite logique qu'il faut avoir quand on travaille sur Eurecia. Donc, l'idée, c'est qu'on vous parle de tout ça aujourd'hui. Alors, au sommaire, quelques rappels. Donc, concrètement, c'était reprendre ou réexpliquer ce qu'on vous a expliqué la dernière fois et peut-être des petites nouveautés et surtout répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas si vous en avez. Donc, l'idée d'aujourd'hui, c'est vraiment de cibler vos attentes et de répondre à vos questions sur ça. Donc, vous avez le chat à votre dispo pour nous envoyer vos questions, puis on va y répondre au fur et à mesure. Donc, évidemment, on ira sur la plateforme et aller plus loin pour répondre à vos questions, comme je l'ai dit. Alors... Donc, au niveau des modules qui vont être concernés, donc on va reprendre en fait le précédent webinaire. Donc, les sujets vont être les mêmes, à savoir du coup l'espace administrateur, le portail RH, le module congé absence et le module note de frais. Donc, en fait, au niveau du précédent webinaire, il y avait eu énormément de questions. On n'avait pas eu le temps de répondre à tout le monde. On avait répondu après par mail. Donc, on s'est dit qu'une deuxième session pourrait être bien pour vous, pour répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir. Donc, les questions, si vous pouvez les garder génériques et pas forcément 100% adaptées à votre plateforme, puisque nous, on ne pourra pas aller vérifier dans votre plateforme. Si vous avez une question trop ciblée au niveau de la plateforme, on vous renverra au support, bien évidemment. Allez, c'est parti du coup concrètement sur la plateforme. Donc, on va se répartir en fait chaque module. On va passer 10 minutes sur chaque module, donc paramètres généraux, congés, portail RH et notes de frais. Pour bien répondre à vos questions, on ira sur la plateforme si nécessaire. Et du coup, on va commencer par les paramètres généraux. Donc, au niveau du webinaire précédent, on avait abordé avec vous les calendriers des jours fériés, également les départements et les structures. On avait aussi abordé les circuits de validation et on avait abordé en dernier les relances mail. Donc, est-ce que par rapport à tout ça, est-ce que vous avez des questions aujourd'hui sur les paramètres généraux, sur ce qu'on avait montré au préalable au précédent webinaire? N'hésitez pas, du coup, vous avez un chat au niveau de Zoom pour nous poser toutes vos questions. On vous écoute. Allez-y, lancez-vous. La dernière fois, il y avait énormément de questions, donc je pense que vous en avez, c'est sûr. Donc, sur les paramètres généraux, est-ce qu'il y a des points que vous voulez qu'on revoie, qu'on explique ou qu'on vous montre? N'hésitez pas, allez-y. Alors, en attendant, on va vous parler de deux choses, mais n'hésitez pas à poser vos questions. On va voir liste perso peut-être, pour ceux que ça intéresse. Donc, c'est liste personnalisée, si vous en avez fait ou si vous voulez en faire. C'est une petite astuce qui est aussi intéressante. Et après, on parlera de la relation salarié-manager. Aussi, souvent, vous voulez vérifier qui est le manager du qui, comment c'est paramétré dans la plateforme. Donc, on va vous montrer ces points-là, puis après, on répondra à vos questions. Ok, alors on a juste une question d'Alexandra avant. Donc, pour les circuits de validation, est-il possible de créer un circuit spécifique pour un seul salarié et non pas généralisé à la société? Donc, tout à fait, en fait, on va vous montrer au niveau de la plateforme. Hop. Donc, vous avez, pour rappel, deux possibilités au niveau des circuits de validation. Donc, la première, c'est si jamais tout le monde est par le même valideur. Donc, on va passer dans la fiche société, ici dans l'onglet paramétrage, et on va aller dans l'encart, ici circuit de validation. Et là, ça va s'appliquer à toute la société.
Par exemple, ici, dans notre cas, la validation de tous les modules, c'est le manager qui le fait, que le responsable de département, pardon. Ici, dans notre cas, on ne veut pas que ça soit le cas, on veut que certains salariés aient un niveau 2 et donc pas tout le monde sera concerné par la modification. Donc pour ça, vous pouvez mettre des circuits de validation personnalisés par collaborateur. Et dans ces cas-là, il vous suffit d'aller dans l'onglet salarié utilisateur ici. Vous cliquez sur ouvrir et vous allez dans la fiche salarié qui est concernée du salarié en question du coup. Donc par exemple, Marc ici. Et vous allez aller dans l'onglet règles ici. On va dans l'onglet règles. On a là aussi un circuit de validation. Donc, on a les informations de la fiche société qui remontent ici. Mais sachez que les circuits de validation par salarié priment sur le circuit de validation de la société. Donc, en fait, il suffirait tout simplement d'ajouter un petit plus ici à Marc et de dire, Marc, pour la validation des congés, par exemple, ou de tous les modules, en niveau 2, ça sera telle personne. Voilà. Et ensuite, vous enregistrez. Et ça sera appliqué uniquement à Marc. Et vous voyez, pour compléter ce que dit Elodie, vous voyez que la ligne qui est grisée, ça, c'est le circuit de validation société qui, du coup, a été mis en stand-by puisqu'on a mis un circuit de validation personnalisé sur la fiche salariée de Marc. Donc, vous voyez que quand c'est grisé comme ça veut dire que le circuit de validation société ne s'applique pas ici. C'est celui qu'on a paramétré sur la fiche salariée du collaborateur qui prend le relais. Exactement, oui. Voilà. Donc, c'est comme ça que vous pouvez le faire. Est-ce que ça répond à votre question, Alexandra? Ok, super. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres points que vous voulez qu'on regarde? Allez-y, n'hésitez pas. Je vous laisse réfléchir. En attendant, on va passer les listes perso, pour ceux que ça intéresse. Alors, du coup, au niveau des paramètres généraux, dans votre espace administrateur, donc pour avoir l'espace administrateur, en prérequis, il faut être administrateur forcément. Donc ici, au niveau des paramètres généraux, vous avez un encart que l'on n'avait pas vu la dernière fois qui s'appelle « Liste personnalisée d'utilisateurs ». Donc en fait, vous allez pouvoir créer des listes en fait, par collaborateur et ça peut être très pratique, notamment dans le cadre des membres du CSE. Donc je vous montre, pour créer une nouvelle liste ici, vous cliquez sur le petit plus ici en haut à droite. On peut créer toutes sortes de listes. Moi, je prends l'exemple du CSE, mais vous pouvez en faire pour ce que vous voulez. Je clique sur le petit plus ici. Et je vais mettre une description. Donc, par exemple, CSE et le code, je vais mettre CSE. Ici, vous avez tous vos collaborateurs qui s'affichent. Et du coup, je vais décider que Jeannette, Marc, Marjorie, Cécile et Françoise font partie des membres du CSE. Okay. Ici, je vais pouvoir décider par qui va être visible cette liste. Est-ce qu'elle va être visible par l'ensemble des collaborateurs ou est-ce que la liste sera visible uniquement par les collaborateurs en question? Donc, moi, je décide que je vais les rendre visibles uniquement aux collaborateurs qui sont membres de mon CSE. Je vais enregistrer ma liste et pour que la liste et la visibilité de la liste fonctionnent, il faut se déconnecter, reconnecter. Donc, dès que vous créez une liste, n'oubliez pas, vous vous déconnectez, reconnectez automatiquement. Alors, je vais juste ressaisir mon mot de passe. Hop. Hop, et je reviens sur la plateforme. Donc, une fois que vous allez vous connecter, vous allez voir la liste, elle va être disponible sur plusieurs modules. Donc, ça dépend des modules que vous avez. Hein, effectivement, peut-être que vous ne la verrez pas partout. Ici, moi, je vais aller dans le module congé absence. Ah, tu t'es fait éjecter. C'est les aléas du direct, hein, excusez-nous. Je recommence. Alors, donc, je disais, au niveau du planning congé, je vais pouvoir voir ma liste personnalisée qui va être ici, vous voyez, dans l'onglet salarié. Ici, dans mon filtre salarié, je vais pouvoir filtrer sur les membres du CSE. Donc, notamment, si je veux donner visibilité à certains documents, je vais pouvoir le faire et partager des documents avec ma liste d'utilisateurs personnalisés.
Je vais pouvoir également les voir dans le planning congé. Par exemple, pour organiser une réunion CSE, j'ai besoin de savoir qui est là, qui est absent aujourd'hui. Donc, je vais pouvoir filtrer dessus directement. Et le plus intéressant, ça va être surtout pour la partie portail RH, puisque vous allez pouvoir partager, par exemple, les PV du CSE directement dans le portail RH avec la liste personnalisée d'utilisateurs. Voilà, donc on voulait vous montrer cette petite astuce aujourd'hui. On n'en avait pas parlé la dernière fois, mais ça peut vous servir et ça peut vous faciliter un petit peu la vie. On a une question. On a une autre question. On peut effectuer un paramétrage pour qu'un salarié voit le planning d'autres salariés. Alors, du coup, vous parlez du planning congé. J'imagine que c'est le planning congé dont vous parlez. Ok. Alors, pour le planning congé et pour les visibilités, vous n'avez pas la main sur le planning et sur les visibilités. Ça se fait par profil utilisateur, en fait. Dans Ressia, il y a beaucoup de profils. Tout fonctionne par profil. Et du coup, chaque profil a une visibilité bien précise. Donc, par exemple, on va définir qu'un standard voit soit son planning, soit le planning de tout son département ou le planning de toute la société. Ces éléments-là de visibilité, vous n'avez pas la main dessus. C'est le support et l'équipe Ressia qui a la main dessus. Donc là, dans votre cas, si vous voulez que d'autres salariés voient le planning d'autres collaborateurs, il faut que vous contactiez le support pour changer la visibilité de votre plateforme et des profils utilisateurs. On vous en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions, du coup, que ce soit au niveau des listes perso ou des paramètres généraux par rapport aux éléments qu'on vous avait montrés la dernière fois? Bon. Du coup, alors, une autre petite astuce dont on voulait vous parler, qui n'avait pas été expliquée la dernière fois pour compléter un petit peu, c'est comment je vérifie qui est le manager de qui. D'accord? Donc, vous voyez que sur chaque fiche salarié, on a ici qui est le manager de cette personne-là. Donc, si je prends par exemple Jeannette, que j'ouvre sa fiche salariée, dans la partie emploi ici, je descends un petit peu, je peux aller venir voir qui est son manager et éventuellement le changer. Vous pouvez voir comme ça qui est le manager de qui. L'autre visibilité qui est intéressante, c'est de se dire, si c'est un manager, quels sont les collaborateurs qui sont dans son équipe. Donc, si vous allez sur la fiche salariée d'un manager, donc par exemple Marc, là dans mon exemple, dans l'onglet règles, vous descendez un petit peu, vous avez un petit encart ici qui s'appelle subordonnées et autres visibilités. Et dans la partie subordonnées directes, vous voyez que Marc est le responsable direct de tous ces gens-là. Donc, vous voyez ici que dans l'équipe de Marc, tous ces gens-là sont rattachés dans le Ressia et ont pour manager Marc. Donc, ça, c'est pas mal aussi pour donner une visibilité et vérifier les collaborateurs qui sont dans l'équipe de quelqu'un. Et une autre petite astuce aussi qui peut peut-être vous intéresser, quand vous êtes sur la liste des salariés utilisateurs, vous savez que vous avez la possibilité d'exporter pas mal de choses en Excel. Si je clique ici sur Excel, vous avez ici pas mal de rapports qui vous sont proposés, qui sont pré-paramétrés. Et si vous sortez l'export des salariés complets, vous allez retrouver un onglet dans cet export qui vous donne tous les supports donnés. Alors, qui est parti. Tu peux bouger, ouais. Hop, je vais nous bouger. Voilà. Je vous le mets à l'écran. Donc, ça, c'est l'export des salariés complets. Vous avez l'ensemble des informations qui sont saisies sur Ressia. Et vous avez ce petit onglet-là qui s'appelle subordonnées directes et qui vous donne ici, du coup, les managers et les gens qui sont rattachés. Donc, ça aussi, pour faire des petites actions de vérification une fois par an pour voir que tout le monde est bien dans la bonne équipe, ça peut vous simplifier la vie aussi, vous donner une vision assez claire de qui est rattaché à qui en termes de manager et de subordonnées. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on y répond aussi au fur et à mesure. OK. Voilà, sur les paramètres généraux, c'était ces deux éléments qu'on voulait compléter. Est-ce qu'on passe du coup au module congé? Au module congé, oui, tout à fait. Allez, hop, je te redonne la main du coup. Ah, on a une question du coup. Donc, pour la liste personnalisée, on peut partager un document qu'avec cette liste, si j'ai bien compris. Comment fait-on pour être sûr que le document n'est visible que par la liste personnalisée? Alors, en fait, je vais vous montrer rapidement au niveau du portail RH, dans Documents partagés ici. Vous allez cliquer sur « Ajouter un document », donc comme si vous alliez partager un document normal. Ici, donc, je vais mettre un test et vous avez différents filtres qui vont s'afficher. Vous pouvez filtrer par département, par structure, par statut. Et quand vous avez des listes personnalisées, vous avez ce filtre ici, filtrage par liste personnalisée. Donc, vous cliquez sur « Activer » et vous dites que vous souhaitez rendre visible cette liste de manière restreinte.
Et là, vous avez toutes vos listes qui remontent. Donc, par exemple, moi, je vais dire que ce document, je veux qu'il soit visible uniquement par les membres du CSE. Je vais ensuite pouvoir définir des exceptions par utilisateur. Par exemple, je vais pouvoir dire, je ne sais pas moi, le dirigeant, il ne fait pas forcément partie des membres du CSE, mais il doit quand même voir le PV du CSE. Donc, je vais lui partager et mettre une exception. Donc, dans mon exception, je clique sur le petit plus ici, je vais venir sélectionner mon collaborateur, donc par exemple Jeannette, et je vais dire que je veux que Jeannette ait visibilité sur mon document. Je charge ensuite mon document. Donc là, bon, je ne sais pas si on a des... On va charger les bonnes pratiques. Hop, j'enregistre. Et vous allez voir du coup dans l'onglet notification. Donc il est là mon test. Hop. Ici, vous avez un encart notification et vous voyez du coup qu'il y a eu 5 salariés notifiés. Donc, si vous cliquez dessus, tous, on voit les collaborateurs qui ont été notifiés. Donc, c'est bien les membres de mon CSE. Ça vous permet de vérifier, de contrôler si vous avez un doute. Mais les listes personnalisées fonctionnent très, très bien. Vous pouvez l'utiliser effectivement pour partager des documents à certaines personnes. C'est ça. Alors, du coup, dans les documents partagés, est-il possible d'avoir des catégories de documents en complément de celles existantes? Oui. Oui, tout à fait. Par contre, vous n'avez pas la main dessus pour créer des nouvelles catégories. Donc, pareil, c'est le support et l'équipe Eurecia qui peut le faire de manière générale. Donc, si vous voulez créer de nouvelles catégories, il faut contacter le support du coup. Vous leur faites un petit mail avec la liste de vos catégories, vous les créeront. Il faut juste penser qu'il faut faire une liste à plat et pas des sous-catégories. C'est ça. Mais après, vous faites effectivement ce qui vous intéresse et vous pouvez personnaliser comme vous le souhaitez. Ok. Est-ce que ça répond correctement à vos questions? Visiblement, oui, ça va. Ouais. Parfait. Alors, du coup, je repasse sur le PowerPoint. Hop. Donc, on a vu du coup les paramètres généraux. On va passer du coup à l'onglet portail RH, justement. Ouais. Donc, au niveau du portail RH, on avait vu précédemment les dossiers salariés, les documents partagés. On avait fait un point aussi sur les fiches salariées et on avait parlé des visibilités, justement. Donc, est-ce que par rapport à tous ces éléments-là, vous avez des questions par rapport au précédent webinaire? Donc, allez-y, si vous avez des questions, on est à votre écoute. Et si jamais, nous, on a préparé 2 petits sujets, 2 petits compléments d'information si nécessaire à vous présenter aujourd'hui. Hop, si jamais. Hop. Pas de questions, du coup? Non. Donc, on va vous parler des relances automatiques qu'on peut mettre en place avec le portail RH. Et ensuite, Violaine vous parlera... Oui, non, on vous a déjà parlé des rattachements avec les managers. Donc, je vais juste vous parler des relances. Alors, je reviens sur la plateforme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, via le dossier salarié, du coup, quand vous ajoutez des éléments dans les dossiers des collaborateurs, vous avez une petite coche qui s'appelle « Alerte email ». On va s'intéresser du coup à cette coche aujourd'hui. Donc, par exemple, vous sélectionnez ici votre collaborateur. Donc, je vais prendre Cécile. Je vais mettre en description la visite médicale de Cécile. La valeur, il n'y en a pas forcément. Et la catégorie, je vais venir sélectionner santé, du coup, visite médicale. Donc, je vais mettre la date de début d'application de sa visite médicale. Donc, sa visite médicale, c'est le 23 septembre, par exemple. Et ensuite, je vais venir cocher la case alerte mail. Et je vais dire que je veux que tous les 2 ans, du coup, la visite médicale sera renouvelée. Donc, je vais dire que 15 jours avant la date d'application, tous les 2 ans, je vais envoyer un mail soit au salarié, soit au responsable de validation niveau 1, niveau 2, niveau 3, comme vous voulez, ou alors autre. Et là, vous pouvez mettre plusieurs adresses mail ou une seule adresse mail. Je vais mettre mon adresse mail à moi, test. Un caractère spécial, ça va être compliqué. Donc, je vais mettre mon adresse mail ici. Donc, si je veux mettre plusieurs adresses mail, il suffit de mettre un point virgule pour séparer les adresses mail. Et ici, je vais mettre l'objet. Donc, je vais mettre planifier visite médicale de Cécile. OK. Je charge ensuite mon document. Donc, par exemple, dans mon document, je vais mettre une image. Hop, ah, il n'y en a pas. Bon, document. Bon, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. Voilà, si vous avez le petit papillon de la Sécu, par exemple, vous pouvez le rajouter. Après, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un document pour utiliser l'alerte mail. J'enregistre, du coup. Ici, si je filtre sur Cécile, je vais pouvoir voir tous les documents
de son dossier salarié. Et je vais pouvoir voir, du coup, si je filtre sur la catégorie santé, je vais pouvoir voir la visite médicale que je lui ai planifiée. Et je sais que ça se répète automatiquement tous les 2 ans, 15 jours avant la date d'application. Donc là, le prochain rappel, ça sera le 8 septembre 2023. Donc ça, c'est très pratique si vous voulez notamment gérer des alertes pour les entretiens pro, les visites médicales, les dates de fin de période d'essai, les fins de CDD, les anniversaires, toutes les échéances que vous avez à gérer, que ce soit vous ou un rappel à faire aux salariés, vous pouvez le paramétrer en ce sens. C'est ça. Les abonnements de transport aussi, c'est pas mal. Si vous avez des abonnements mensuels ou même à l'année, vous pouvez faire des petits rappels et voilà, et le paramétrer pour rappeler aux salariés, par exemple, qui doit vous rendre le document, ou le paramétrer pour rappeler au manager qu'il a une action à faire ou que vous-même, vous avez une action à faire. Tout à fait. Donc ça, c'est super intéressant à mettre en place. Est-ce que vous avez des questions sur les relances? Si jamais pas de questions, je peux vous montrer l'aperçu du coup du dossier salarié de Cécile, pour voir comment ça s'affiche dans son dossier. Donc Cécile, du coup, hop, elle est en haut. Hop. Donc dans la fiche salariée de Cécile, on a ici la catégorie dossier salarié. Donc Cécile, elle va pouvoir consulter son dossier salarié. Elle va pouvoir voir du coup la visite médicale avec la date du prochain rappel. Et les alertes mail avec tous les éléments que vous aviez mis dans son dossier salarié. Voilà. Pas de questions sur le portail RH de manière générale ou sur la partie relance? Alors, une petite vérif en cas de départ. On peut parler du départ? Tout à fait. Une petite vérif à faire en cas de départ. Donc, en cas de départ d'un collaborateur, vous avez 2 actions principales à faire, 3 pour ceux qui ont le portail RH et qui ont envie de gérer leur onboarding, mais à minima 2 actions. Donc, quand vous êtes sur la fiche d'un collaborateur qui peut éventuellement partir, qui va partir, on va prendre qui son fiche, par exemple Françoise. 2 actions à faire quand quelqu'un s'en va. La première, du coup, sur sa fiche salariée dans l'onglet emploi ici, vous allez pouvoir indiquer une date de fin de contrat. Donc, vous pouvez tout à fait le mettre en avance de phase. Hein. Si vous avez un salarié qui s'en va et qui a 3 mois de préavis, vous pouvez planifier, dès que vous recevez la notification qui part, vous pouvez le planifier même 3 mois en avant. Et vous pouvez éventuellement, si vous le souhaitez, ajouter le motif du départ. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez bien. Là, on vous propose de l'historiser dans le dossier salarié. Vous pouvez dire oui. Et la deuxième action à ne pas oublier, ceux qui ont le offboarding, ceux qui ont le portail RH, vous pouvez gérer le offboarding ici. On en parlera de offboarding, on va faire un webinaire spécifique là-dessus. On vous en reparlera, mais vous pouvez le gérer en offboarding. Et surtout, l'action à ne pas oublier, c'est ici, dans l'onglet administration, vous allez venir archiver ce collaborateur une fois qu'il est parti. D'accord? Très bien. Donc, archiver le collaborateur, ça vous permet de libérer une licence utilisateur et de pouvoir récupérer cette licence pour un futur collaborateur. Voilà, donc 2 petites actions à faire, à ne pas oublier quand quelqu'un s'en va. Je l'archive quand même, c'est pas grave. D'accord, ça va ça? Un petit rappel aussi qui peut être utile. Une question. Est-ce que dans le dossier salarié, on peut paramétrer une prime mensuelle avec le même montant tous les mois? Tout à fait. Tout à fait, vous pouvez. Alors, on repart. Je réponds? Oui, ça te va? On repart sur le dossier salarié ici. Donc, vous allez pouvoir ajouter un élément avec le petit plus là. Je crois que c'est mis en bas ou en haut. C'est mis en bas. Il s'est mis en bas, oui. Donc, les primes, on vous conseille de les mettre toutes dans la catégorie qui s'appelle rémunération, avantages et éléments de salaire inclus dans la masse salariale. Pourquoi? Parce que vous avez des rapports dans le portail RH qui vous sont proposés, notamment le rapport sur la masse salariale et sur la big picture du salarié, qui viennent chercher les éléments, en l'occurrence, que vous avez mis dans cette catégorie-là. Donc, mettez bien toutes les primes au même endroit. Okay. Ensuite, vous allez mettre une date d'application. Donc, votre question, c'était mensuel ou mensuel? Oui, mensuel. Donc, vous allez pouvoir mettre, du coup, une date d'application avec le début de la prime, donc par exemple 1er septembre. Vous mettez la valeur. Ici, on imagine, je ne sais pas. Allez, on va être généreux. Très bien. 450. OK. Voilà. Et vous l'enregistrez comme ça. C'est le fait ici de mettre une date de début d'application et de ne pas mettre de date de fin d'application. Le système comprend que c'est une prime que vous allez verser tous les mois, qui est toujours la même de ce montant-là. D'accord? Si je mets ici une date de fin d'application et que je mets ici 30 septembre,
le système va comprendre que vous versez une prime de 450 € uniquement au mois de septembre. Donc, il faut bien laisser ici ce champ ouvert pour que la prime puisse se répéter tous les mois. Okay. Et quand vous avez changé de prime ou quand la prime s'arrête, vous mettez une date de fin d'application pour pouvoir borner le temps où cette prime a été payée. Ça répond à votre question? Oui. D'accord, parfait. Alors, une autre petite question. Quand on clique sur archiver, doit-on mettre à 0 son compteur de congé ou autre, puisqu'on lui aura payé dans son solde de tout compte? Alors là, il y a deux façons de faire. Donc, soit vous gardez effectivement le compteur de congé tel qu'il est à son départ pour effectivement pouvoir y revenir et voir ce que vous avez payé. Soit effectivement, vous voulez être super propre et vous mettez effectivement les compteurs à 0 quand vous avez fait le solde de tout compte et que vous avez tout payé pour être, en adéquation entre ce que vous avez sur Eurecia et ce que vous avez payé. Donc oui, vous pouvez les mettre à 0. Après, ce n'est pas Eurecia qui va générer le solde de tout compte, ce n'est pas Eurecia qui paye. Donc dans tous les cas, il n'y a pas énormément d'impact. Mais si vous voulez effectivement être tout à fait carré, vous pouvez tout à fait mettre les compteurs à 0. Donc il faut bien mettre les compteurs à 0 une fois qu'il est parti, hein, et pas avant qu'il soit parti, puisque vous avez des accumulations qui se font encore pendant le mois, même si en fin de préavis. Et du coup, pendant la fin de son préavis, Eurecia calculera au prorata l'acquisition qu'il doit avoir pour le dernier mois, par exemple, en besoin de présence. Ouais. Si vous avez mis une date de fin de contrat au milieu de mois, par exemple. Tout à fait. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question? D'autres sujets, d'autres questions? N'hésitez pas. Parfait. Bon, si vous n'avez pas de questions, on va passer du coup au module congé. Hop, je te laisse reprendre la main. Ouais. Alors, du coup, donc le portail RH, donc, on l'a vu. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Hein. En attendant, on passe au niveau du module congé. Donc, on avait vu les types d'absence, donc les types de congés, les profils congés, les impacts correctifs et les compteurs équipes. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ces thèmes qui avaient été abordés lors du dernier webinaire? N'hésitez pas, du coup, si vous avez d'autres questions, c'est le moment de les poser. Sinon, on vous donne d'autres petites astuces sur la partie congé. C'est ça. Donc, notamment, si jamais on va repartir sur les types d'absence, et puis si jamais Violaine nous montrera en fin de période ce qu'il faut vérifier au niveau des compteurs. On a une question, du coup, dans les fiches salariées. Est-il possible d'ajouter des types de documents? Alors, si vous voulez dire, hop, je reprends l'écran. Alors là, du coup, dans les fiches salariées, effectivement, vous pouvez ajouter des types de documents. Vous avez ici un onglet « Parcourir » pour charger via votre PC un document en particulier. Donc, en fait, ici, c'est la même chose que ce que vous avez dans le portail RH au niveau des dossiers salariés. Donc, effectivement, vous pouvez charger un document tel que c'est le cas ici pour le bulletin de paie de Marc Capitol. Est-ce que ça répond à votre question? Est-ce que vous mettez derrière type de document la même chose que nous? Je ne sais pas. Vous nous répondez. Allez. On passe sur la partie congé? Oui, ça a l'air d'être trop bon. Allez, donc du coup, au niveau de l'espace administrateur, dans la partie congé et absence, donc je vais repartir au niveau des types de congés et absence. Donc, ici, on a la liste de tous les types d'absence que vous avez dans la société. Okay. Donc, vous pouvez exporter sous Excel tous les types de congés pour vérifier le paramétrage de tous les types de congés à la fois si vous le souhaitez. Et après, vous pouvez rentrer dans chaque type de congé pour vérifier et modifier le paramétrage. Vous avez tout à fait la main dessus. La chose que je souhaitais vous dire, c'était qu'au niveau des types d'absence, nous, ce qu'on vous préconise, c'est de dupliquer un type d'absence quand vous voulez créer un nouveau type d'absence plutôt que de partir d'une fiche vide, tout simplement parce que ça limite le risque d'erreur. Donc, on vous conseille de prendre un type d'absence qui ressemble au nouveau type de congé que vous voulez implémenter. Par exemple, si j'ai un événement familial, par exemple, je vais prendre congé pour événements familiaux, je vais venir le dupliquer ici. Ça va venir reprendre le même paramétrage et je vais tout simplement modifier le champ de description. Et puis peut-être que je vais modifier le nombre de jours que je vais pouvoir prendre sur la période pour ce type de congé. Donc ça, c'est la première chose au niveau de la création d'un type de congé. Okay. Au niveau des types de congés, après, je ne sais pas ce que vous souhaitez revoir. Je ne vais pas passer sur tous les paramètres parce que sinon, ça risque d'être un petit peu long pour vous. Mais par exemple, au niveau de l'absence injustifiée, donc ici, on a la partie gestion de la période pour la période du type de congé.
le mode de cumul et le mode de décompte. Donc ici, on va pouvoir ajouter un nombre de jours maximum pour ce type d'absence et on va pouvoir ajouter aussi un nombre de jours consécutifs maximum autorisé pour la prise en fait. Si vous voulez. Donc par exemple, ça c'est pratique pour les événements exceptionnels, les événements familiaux qui peuvent arriver. On a 3 jours, 4 jours, 5 jours, et bien vous pouvez les saisir ici. Au niveau du circuit de validation, on va vous demander ici le mode de circuit. Est-ce qu'on passe par le circuit de validation ou est-ce que c'est de l'auto-validation au niveau de la validation de ce congé-là et l'impact que ça va avoir de poser cette absence au niveau des titres restaurants. Donc, en fonction de si vous avez l'option ou non, vous avez cet encart-là qui s'affiche. On peut gérer aussi l'ancienneté. Et en dessous, ce qui va être important, c'est tous les autres paramètres qui sont ici. Donc, la pause réservée au profil utilisateur autorisé, c'est en fait un congé qui va pouvoir être posé par les profils administrateurs. Uniquement. C'est-à-dire que le collaborateur ne verra pas l'absence injustifiée dans la liste des types de congés qu'il peut poser. L'affichage confidentiel dans le planning congé, ça peut être utile, notamment toujours pour les événements exceptionnels. On n'a pas forcément envie de savoir qui est en mariage, qui est en décès, etc. Donc, vous pouvez, en cochant cette case, rendre confidentiel du coup un type de congé. Et les autres collaborateurs verront, par exemple, que votre collaborateur est absent aujourd'hui, mais il n'y aura pas de légende, on ne saura pas pourquoi il est absent aujourd'hui. Compter comme travailler, déduire du temps théorique travaillé, bien sûr, ça va être important pour les feuilles de temps notamment, et pour la comptabilisation des congés. Inclure pour le calcul des heures supplémentaires, ça aussi, ça va être important pour la partie temps activité. Et ensuite, au niveau toujours de la partie temps activité, est-ce que vous souhaitez faire apparaître cette absence dans les feuilles de temps? Donc oui ou non. Est-ce que vous pouvez supprimer ce type d'absence dans les feuilles de temps? Oui ou non. Et est-ce que vous activez la gestion des heures supplémentaires pour ce type d'absence? Donc par exemple, là, pour l'absence injustifiée, ce n'était pas le cas. Mais pour un type d'absence qu'on pourrait appeler récupération, là, on va venir gérer les heures sup parce qu'on va pouvoir transférer des heures sur le compteur de récupération. Ici, c'est très important puisqu'on décide de ne pas afficher de compteur pour ce type d'absence. Donc, ça veut dire que dans nos compteurs équipes, on ne verra pas de compteur pour l'absence injustifiée. Par contre, pour les congés payés, on va plutôt décocher cette case et cocher « Afficher dans la synthèse des soldes de congés » pour pouvoir voir le compteur dans vos compteurs équipes. Et ensuite, ici, le dernier bloc qu'on aura, ça va être la partie note de frais, ce qu'on empêche la saisie d'une dépense si je suis en absence injustifiée sur une journée entière. Donc, par exemple, là, pour l'absence injustifiée, oui. Pour le télétravail, peut-être pas. Peut-être que le collaborateur va avoir une dépense à faire, même s'il est en télétravail. On a une petite question. Je voulais parler de nouvelles catégories de documents et de supprimer des catégories non utilisées dans notre structure. Alors, c'était par rapport à la question précédente, du coup, est-il possible d'ajouter des types de documents? Alors, là, on parle de catégorie du portail RH. C'est ça. Donc, oui, c'est personnalisable. Vous n'avez pas la main dessus pour le faire, donc il faut revenir vers l'équipe d'assistance Eurecia qui vous le fera. Mais c'est tout à fait effectivement personnalisable selon ce que vous voulez utiliser, ce que vous voulez voir. Donc, vous pouvez en rajouter ou en supprimer, entre guillemets. Tout à fait. Sans problème aussi. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de montrer par rapport au type d'absence? Vous voyez sur la partie du paramétrage des absences, il y a pas mal de choses à paramétrer. Donc, n'hésitez pas, comme Elodie l'a dit, à dupliquer une absence pour récupérer le paramétrage. Et il y a un article qui est très bien fait sur le centre d'aide qui explique effectivement tout le paramétrage. Donc, si vous avez un doute, reportez-vous à l'article du centre d'aide qui explique très bien les champs en fait, ouais, et tous les blocs. Après, si vous voulez simplement rajouter une absence, dupliquer une qui ressemble et garder le paramétrage en général, ça fonctionne assez bien. Tout à fait. Voilà, sur la partie congé. Alors, une autre petite astuce de vérification sur la partie congé, ou en tout cas un mode de fonctionnement sur la partie congé, c'est au niveau des compteurs. Pour vous réexpliquer comment ça fonctionne dans Eurecia. Hop. Alors, ici, sur la vue manager, dans les compteurs des équipes, vous allez retrouver du coup vos compteurs de congé avec le début de période et la fin de période pour les compteurs qui ont une période, une date de validité, on va dire. Donc, classiquement, en général, on a des compteurs de congés payés qui vont du 1er juin au 31 mai, qu'on peut prendre l'année en cours et l'année d'après. Donc, c'est ce que vous voyez ici, par exemple, dans cet exemple-là. Donc là, sur ce compteur, il va commencer de se cumuler au 1er juin, il va se finir au 31 mai 2022.
et vous pouvez le prendre jusqu'au 31 mai 2023. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe au 31 mai 2023 quand on arrive en fin de période et que le compteur doit normalement être à 0, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, sur Eurecia en tout cas, au 1er juin 2023, la personne ne pourra plus poser de congés payés sur ce compteur-là, puisqu'on considéra que le compteur devait être pris avant le 31 mai 2023. Donc, le compteur passera en théorie en inactif. Donc, il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs choses à faire derrière, selon comment vous voulez le gérer. Donc, la première chose, c'est qu'on peut paramétrer une extension de validité du compteur, c'est-à-dire qu'au lieu de dire que le compteur doit être pris avant le 31 mai 2023, on peut rajouter dans le paramétrage un petit surplus pour dire qu'il va être à prendre jusqu'au 30 juin 2023, par exemple. Ça, c'est une première façon de faire. Mais vous allez le voir ici, du coup, ça ne sera pas 31 mai 2023, ça sera 30 juin 2023, par exemple. Donc, en général, parfois, il y a certains admins qui trouvent que c'est un peu trop visible pour les collaborateurs. Voilà. On a une autre petite astuce, par contre, qui est souvent utilisée, c'est les actions en masse que vous retrouvez dans ce bouton « Action ». Donc, dans le bouton « Action » sur Eurecia, globalement, c'est toujours des actions en masse, c'est toujours des actions que vous allez faire pour tout le monde ou pour une partie des collaborateurs et pas des actions individuelles. Et dans ces actions en masse, vous avez quelque chose qui s'appelle ici « Basculer les reliquats ». Donc, basculer les reliquats, ça vous permet en fin de période de basculer tous les congés restants d'un compteur vers un autre. Donc, ça, c'est aussi une petite astuce à faire en fin de période. En général, on vous fait souvent un webinaire fin mai avec la to-do list de fin mai. Voilà, du mois de mai. Mais c'est aussi quelque chose à contrôler, à vérifier au mois de mai. Si vous avez des compteurs avec des CP qui restent dedans, ou des RTT d'ailleurs, n'hésitez pas à venir ici basculer les reliquats sur le compteur d'après. Donc, ça marche comment? C'est assez simple. Donc, déjà, il faut choisir le compteur sur lequel vous voulez travailler. Donc, par exemple, le compteur de congés payés. Hein, c'est un exemple, simplement. On peut prendre le compteur 2021. On ne va pas le faire jusqu'au bout, mais c'est juste pour vous montrer. Hop là. Et là, j'irai du coup sélectionner tous mes compteurs. J'irai basculer les reliquats. Et on va venir dire dans quel compteur ces reliquats vont venir se déposer. Donc, en général, dans le compteur de congés payés de l'année d'après. Donc, je vais venir ici, basculer dans le compteur de congés payés 2022, par exemple. Voilà. Donc, une petite astuce de vérification aussi à faire sur les compteurs en fin de période, donc fin mai ou 31 décembre, selon comment vous fonctionnez. On a une petite question. Peut-on archiver les compteurs des années précédentes? Alors, en fait, les compteurs des années précédentes ne s'archivent automatiquement, mais vous allez toujours les voir, en fait, au niveau des soldes des compteurs, au niveau des compteurs équipes. Le collaborateur, lui, une fois que la période est terminée, il ne les voit plus dans ses droits. Par contre, il pourra voir dans la partie « Mes droits », il pourra voir ses anciens compteurs des années précédentes. Donc, l'archivage se fait automatiquement dans le sens où l'outil, dès que l'instant où c'est la fin de la période, ne le montre plus au niveau du collaborateur. Mais vous pouvez quand même toujours consulter vos anciens compteurs dans la partie « Mes droits » du coup. Et vous avez un filtre ici qui s'appelle « Actif-Inactif ». Donc, les compteurs actifs, ce sont ceux que vous avez encore des droits dessus qui sont actifs, qui sont utilisables, on va dire. Et en inactif, vous retrouvez aussi les compteurs qui, du coup, des années précédentes qui ne sont plus actifs. Je ne sais pas si on en a dans notre base test. Mais voilà, n'hésitez pas à utiliser si on en a, ce filtre ici pour aller voir vos compteurs inactifs. Mais sur l'archivage, vous n'avez pas d'action à faire, en fait. Une fois que c'est Eurecia qui le gère tout seul, une fois que la période est finie. Donc, pas d'action à faire de votre côté, mais vous pouvez aller les voir avec ce filtre actif-inactif. Voilà. D'autres questions sur les congés, n'hésitez pas surtout. Il nous reste quelques minutes. N'hésitez pas sur la partie congés. Est-ce que du coup, on continue sur la partie notes de frais pendant que vous réfléchissez? Si vous avez d'autres questions. Oui, je pense. Ouais. Allez, on va rebasculer du coup au niveau des notes de frais. Donc, au niveau des notes de frais, on avait vu dans le précédent webinaire les types de dépenses. On avait vu aussi les profils notes de frais. On avait vu également les zones géographiques et TVA et les barèmes kilométriques. Donc là, du coup, par rapport à la partie notes de frais et à tous les éléments qu'on avait vus, est-ce que vous avez des questions par rapport aux différents thèmes que l'on avait abordés? Sinon, du coup, moi, je vais reparler un petit peu des zones géographiques et TVA parce que c'est quelque chose qui peut être important. Et ensuite, on verra avec Violaine un autre petit point.
N'hésitez pas si vous avez des questions, on est là pour répondre à vos questions aujourd'hui. Je vais passer sur la plateforme du coup en attendant. Donc, les types de dépenses et les profils de notes de frais sont toujours dans l'espace administrateur, dans la partie notes de frais. Et donc, ici, vous avez donc les profils et les regroupements, et donc les profils avec les types de dépenses. Et vous avez juste en dessous les zones géographiques et TVA. Donc, les zones géographiques et TVA, ça permet notamment, voilà, quand vous avez des notes de frais ou des barèmes spécifiques, des plafonds, pardon, pas barème, des plafonds spécifiques, par exemple, pour les restaurants, vous avez les restaurants en province, les restaurants à Paris, les restaurants en Allemagne, les plafonds d'hôtels, par exemple. Vous pouvez définir des zones géographiques, du coup, et dans ces zones géographiques, vous pouvez aussi déterminer des taux de TVA. Donc, par exemple, ici, pour l'Allemagne, il n'y a pas grand-chose, mais sur la Suisse, il y a beaucoup de taux de TVA. Mais du coup, pour la France, on a ces 3 types de taux et on peut en ajouter si nécessaire. Donc, vous pouvez personnaliser et dire, du coup, le collaborateur, il fait sa note de frais en Allemagne. En fait, il aura une zone géographique, justement. Il pourra avoir un menu déroulant avec toutes les zones que vous avez créées. Et en fonction, l'outil reprendra automatiquement les taux de TVA qui seront proposés dans la zone géographique. Donc ça peut être très pratique quand vous avez des collaborateurs qui font des notes de frais à l'étranger avec des taux de TVA qui ne sont pas ceux de la France. Pareil, si vous avez des collaborateurs qui font des notes de frais, vous avez des plafonds différents, par exemple par région ou par zone de la France, vous pouvez créer plusieurs types de zones géographiques et conserver quand même les taux de TVA de la France puisque ça reste en France. Donc, tout simplement, vous pouvez dupliquer la France pour ça et créer, par exemple, la province, Paris, Paris en périphérie, etc., ce que vous voulez. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux zones géographiques ou pas forcément? N'hésitez pas. Alors, plus globalement, sur la gestion des types de dépenses sur Ressia, vous les avez ici dans la partie notes de frais où était Elodie juste avant, là, sur profil et regroupement. Si vous ouvrez ici cet encart, vous avez tous les types de dépenses qui sont paramétrés sur votre plateforme. Donc là, dans notre exemple, on a un barème direction et un barème standard pour pouvoir éventuellement gérer des types de dépenses différents avec, par exemple, des plafonds différents. Donc, vous, en termes de vérification, là, ce que vous pouvez faire ou ce que vous pourriez avoir besoin de faire sur ces aspects paramétrage, c'est peut-être déjà d'aller vérifier que vous avez bien tous les types de dépenses nécessaires ou que vous voulez gérer. Si vous n'en avez pas assez, s'il en manque, si on n'a pas prévu, qu'est-ce qu'on n'aurait pas prévu, par exemple, la poste, par exemple, vous pouvez toujours dans le Ressia, ayez le réflexe de dupliquer. Donc, vous en prenez un qui ressemble et vous allez pouvoir dupliquer avec ce petit bouton-là. D'accord? Donc, il est ici, le bouton dupliquer. Donc là, après, on pourrait mettre les frais postaux, par exemple. Hop. Hop là, on peut venir changer le petit picto. Voilà. Et vous, ce qui va vous intéresser en vérification, ça va être le compte de charge qui va servir dans l'export comptable, le compte de TVA si je récupère la TVA. Et là, oula, il y a beaucoup de choses. Ah oui, c'était notre Suisse. Donc, la zone géographique, on va prendre la France qui était un peu plus propre. La TVA que vous souhaitez éventuellement gérer si vous en récupérez, donc probablement 20% pour les frais postaux. Je récupère 100% de la TVA, donc ça, vous pouvez le vérifier aussi. Ensuite, on a le type de remboursement. Est-ce que ce sont des frais réels ou des forfaits? Et ici, quand vous avez mis un forfait, il y a un montant, d'accord. Si vous mettez un frais réel, on peut aussi mettre un plafond ici. Donc ça aussi, vous pouvez le regarder avec le montant du plafond. Parce que souvent, ça peut être changé chaque année. Si vous avez des plafonds sur les hôtels, les restaurants, n'hésitez pas à les vérifier aussi, à le changer. Et du coup, pardon, mes petits compléments, il y a les zones du coup ici. Et donc, vous pouvez définir plusieurs plafonds par zone. Vous avez toutes vos zones qui s'affichent ici. Et en cliquant sur le petit plus, en fait, vous pouvez rajouter des zones et des plafonds. Donc, d'où l'intérêt de créer des zones géographiques. Pour faire le lien avec ce que disait du coup Elodie tout à l'heure. Je peux avoir un plafond du coup en France et un plafond en Suisse qui est différent, sachant que les repas ils sont effectivement plus chers en Suisse, par exemple, quelque chose comme ça, avec des zones géographiques différentes. Donc, vous voyez l'intérêt, c'est quand même assez pratique. La gestion des invités, bon, ça c'est assez intuitif. Est-ce que je peux permettre de déclarer dans ma note de frais des invités internes ou externes?
Et si je déclare des invités internes, évidemment, la personne n'aura pas à saisir, elle, sa propre note de frais. Et puis, éventuellement, des champs complémentaires que vous pourriez rajouter si vous voulez que les salariés viennent saisir une information complémentaire. Voilà. Donc, le paramétrage des notes de frais, ils sont pas très, très compliqués en soi. N'hésitez pas, pareil, à vous reporter au centre d'aide. Voilà, là, c'était pour refaire un petit tour et pour vous redonner les éléments à vérifier si besoin. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, comme ça on y répond et on est au plus près de vos interrogations. Et sinon, non, pas de questions complémentaires? Tout est clair donc. Bon, bah écoutez, on a encore quelques instants si vous le souhaitez. Sinon, pour aller plus loin, toujours pareil, n'hésitez surtout pas à nous contacter. On vous écoute. Donc là, vous avez notre adresse mail. Si vous avez des questions, si vous voulez des précisions, des remarques, si vous avez des idées de webinaire, s'il y a des choses que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas. On les regardera. Et puis, pour aller un peu plus loin, on vous a remis ici l'adresse du centre d'aide que j'espère que vous connaissez et que vous utilisez. N'hésitez pas à y aller. Il est vraiment top, notre centre d'aide, avec tous les articles des fondamentaux qui vous ont été remis ici en lien direct si vous voulez les regarder. Voilà. Pour toute question complémentaire, le support est aussi à votre disposition, donc par mail ou par téléphone, de 9h à 18h. Et votre CSM aussi, qui est plutôt votre contact commercial qui gère votre compte chez Eurecia, est aussi à votre disposition s'il y a des choses que vous voulez revoir sur la partie un peu plus commerciale ou abonnement de votre abo. Tout à fait. Voilà. Dernière ouverture pour les questions, je vous écoute, allez-y. S'il n'y a pas d'autres questions, on vous souhaite une très bonne journée. Tout à fait. On vous retrouvera bientôt pour un nouveau webinaire. Merci pour votre écoute. Suivi. À très bientôt. Très belle journée à vous. Bonne journée à vous.